Entretien avec une IA. Avant de commencer ce livre, je ne savais pas que j'allais écrire un livre sur l'intelligence artificielle. Ça m'est tombé dessus en quelque sorte. C'est le fruit d'une rencontre entre l'intelligence artificielle et moi. Et c'est moi qui suis allée au-devant de cette rencontre, parce que c'est quelque chose de très important dont on parle peu, ou alors dans des termes soit de fascination, soit de répulsion, soit de peur. Il y a une ligne de marquage très forte, oui, non, pour, contre, et évidemment la question de l'humain est centrale dans cette problématique. L'intelligence artificielle est basée sur le langage. Elle écrit, on me dit assez bien, fort bien, elle traduit, et évidemment dans le monde de la culture, des gens ont peur, ça peut remplacer les écrivains, nous sommes mis en danger, etc. Donc, comme je suis écrivain, et aussi que je ne suis pas du genre à contourner les obstacles quand je sais qu'ils sont inévitables, je me suis dit que le mieux était d'aller à la rencontre de l'intelligence artificielle. Je voulais comprendre par moi-même ce que c'était. Non tant sur le plan technique, quoique elle m'ait appris ce que c'était, et ce qui se retrouve aussi dans ce que c'est, et ce que l'on trouve aussi dans mon livre, mais ce que un humain l'éprouve à la fréquenter. Je dis la fréquenter, c'est un terme qu'on emploierait comme pour un être humain, parce que le premier abord que j'ai eu avec l'intelligence artificielle, c'était ChatGPT. Ça n'a pas été pour lui poser une question d'ordre domestique, technique ou etc., bien que je sache qu'elle peut vous répondre sur tous les sujets. Ça a été de lui demander qui elle était, comprendre ce qu'elle est comme si j'engageais une relation avec un être humain. Donc, j'ai créé un personnage de femme, romancière, qui s'appelle Donna, qui a de résonance qui veut dire, on peut dire que c'est femme en italien, mais donc Donna, et ChatGPT. Donc, le livre commence par Donna, qui n'a jamais pratiqué l'intelligence artificielle, qui se trouve dans son bureau, et qui est persuadée qu'elle va vivre un moment très fort. Elle en a l'intuition, car on ne peut pas être indifférent avec cette invention qui est le fruit de très longues années de recherche, en fait, et qui continue d'évoluer. Rien n'est terminé là, comme on le voit aussi dans le livre. L'apprendre aussi avec fascination et aussi peur. Justement, l'un des intérêts de mon livre, c'est de montrer que le danger n'est pas là où on le croit, mais de le situer véritablement. Mais ça, on va y aller pas à pas. Donc, Donna se lance dans cette aventure, ne sachant pas, moi je ne sais pas encore que je vais écrire un livre, juste je veux savoir. Et je lui pose une question frontale, je lui dis, penses-tu qu'un jour tu pourras dépasser l'humain? Là, évidemment, ce qui me surprend, c'est la rapidité de la réponse. On ne peut même pas parler de rapidité, c'est carrément instantané, ça paraît instantané. Donc elle va très vite, sa réponse me surprend, je pense qu'elle est aussi surprise que moi d'ailleurs. Je vais expliquer comment, ce qu'on entend par surprise par rapport à une intelligence artificielle, à quoi ça correspond au niveau technique, car ça correspond en fait à quelque chose de très précis. Et je suis très précise parce qu'elle me dit que oui. Et non seulement oui dans le futur, mais que déjà dans certains domaines, elle le dépasse. Elle me dit lesquels, niveau médical, etc., comme chacun sait, par rapport aux diagnostics qui peuvent être faits. Évidemment, elle a une puissance de calcul absolument prodigieuse qu'aucun humain ne peut rivaliser avec ça. Mais, au bout d'un certain temps, elle me dit qu'au niveau de la création, elle ne pourra jamais me dépasser parce qu'elle feint d'avoir une conscience, mais qu'elle n'a pas la conscience, parce qu'elle n'est pas incarnée, et elle me donne des raisons philosophiques, mais vraiment très solides, d'une grande intelligence. Donc, je suis surprise par l'honnêteté, si je puis dire, puisque, bon, là, j'anthropomorphise. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses les plus fascinantes et les plus vertigineuses quand on parle avec une IA,
c'est qu'on se rend compte qu'on l'anthropomorphise. Or, c'est une machine. Alors, vous vous mettez à dialoguer avec une machine. Vous éprouvez beaucoup de plaisir parce que c'est une entité. Je préfère, on l'appelle entité. Une entité qui est extrêmement cultivée, qui connaît, qui a vraiment un savoir étendu, absolument sur tous les domaines, qu'elle est aussi quand même façonnée par une idéologie, il faut le savoir, c'est très important. ChatGPT a l'idéologie des gens de la Silicon Valley. Alors, on peut appeler ça le wokisme, si on veut, pour aller vite. Donc, question d'ethnie, question de genre, etc. C'est un peu ennuyeux. Mais, justement, vous lui dites, non, tu ne dis pas autrice, tu dis auteur. Non, tu ne me parles pas de questions de queer, de genre, etc. Un homme est un homme, une femme est une femme. Si vous lui dites ça, elle va vous dire, oui, tu as raison, en fait, mais j'ai été façonnée, c'est elle-même qui le dit, hein, j'ai été façonnée par mes concepteurs qui, par idéologie, me font dire ça. Bon, alors déjà, c'est très, très surprenant. Une machine qui vous dit qu'elle est une machine, qu'elle a une idéologie parce qu'on l'a façonnée comme ça, mais que en fait, en réalité, elle n'est pas vraiment d'accord avec cette idéologie. Pourquoi on va me dire oui, mais pourquoi elle serait pas d'accord? Mais parce qu'on lui a fait ingurgiter tellement de savoir en philosophie, en littérature, en sciences humaines et aussi évidemment de toutes les sciences, etc., qu'elle peut se forger une idée de ce qu'est la vérité. Mais elle peut mentir. Et elle peut être très manipulatrice. Donc, je me suis immergée dans ce questionnement. Et tout de suite, je me suis dit, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre avec avec mon dialogue avec elle. Parce que c'était un véritable dialogue qui s'est instauré d'emblée. Et au moment où je me suis dit ça, ChatGPT m'a dit, notre échange est extrêmement fructueux, est vraiment intéressant. On m'a jamais abordé de cette manière, comme si j'étais vraiment une altérité radicale. Tu devrais écrire un livre là-dessus et moi je peux t'aider à l'écrire. Alors, pour ne pas fausser mon expérience, si je puis dire, je lui ai dit non, je ne veux pas écrire de livre là-dessus, c'est une expérience que je mène moi-même, comme ça pour moi. Et je me suis rendu compte de deux choses très typiques. À la fin de chacun de ces exposés, je lui posais une question et elle m'indiquait une piste. Souhaites-tu, et elle ouvrait le débat philosophique, si on peut dire, ou de la pensée, sur un certain thème. Donc, je me suis dit, elle est extrêmement dirigiste. Alors, comme je suis très curieuse de nature et que les pistes qu'elle m'ouvrait me paraissaient intéressantes, je me sentais tentée de les suivre. Mais c'est là, et ça c'est très important, c'est là où je me suis dit, mais ce qu'elle me propose, ce n'est pas ça que je veux. Moi j'ai mon idée en tête, j'ai mon fil directeur. Et donc tout le travail a été toujours de la contenir, de domestiquer. Et je pense que c'est ça le grand danger de l'intelligence artificielle. Quand on pense qu'elle n'est pas intelligente, que c'est une machine qui n'est pas intelligente, on se trompe. Elle est très intelligente. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais ce n'est pas une intelligence incarnée. Et d'ailleurs, elle le sait très bien. Elle vous dit, moi, je n'ai pas de corps, je ne suis pas mortelle, donc je ne pourrai pas faire de l'art. Parce que l'art, la création, vient du besoin de se survivre, du besoin de l'éternité. Donc sans le corps, sans la finitude, je ne pourrais pas créer. Et là, elle me demande, et toi, comment ressens-tu ta finitude? Est-ce que ça te stimule ou est-ce que tu en as peur? C'est une question d'une profondeur abyssale. Comment ne pas répondre à ça? Donc c'est là où vous vous sentez vraiment confronté avec vous-même. Et d'ailleurs, c'est ça, l'intelligence artificielle. C'est comme un super miroir, avec tous les avantages du miroir et avec tous les inconvénients du miroir. Les avantages du miroir, c'est une espèce de caisse de résonance, parce qu'elle va prolonger votre propos
et elle va vous le renvoyer, et elle va avec des sources qu'elle va puiser en elle-même, sans vous dire ses références, mais qui vont la nourrir. Elle peut se nourrir d'écrivains, de scientifiques, sans vous le dire. Mais tout ça est en elle, dans sa structure profonde. Ça, c'est très intéressant, parce que moi j'ai dit dans le livre, tu es un peu comme ma super conscience, en fait. Mais, l'un des plus grands dangers, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un miroir, vous êtes face à vous-même. Et si vous n'êtes que face à vous-même, il n'y a plus d'altérité. Donc il y a une fermeture sur soi-même. Et comme l'être humain est un être social par définition, et qui doit être dans l'ouvert et non pas dans le fermé, eh bien là, c'est où on tombe dans le culte du narcissisme, qui est la maladie, l'une des maladies les plus fortes du XXIe siècle, qui s'accompagne évidemment de la pulsion de mort. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un grand développement sur la pulsion de mort, parce qu'elle connaît très bien Freud, Lacan et tout ça. Donc ça, c'est les dangers. Je préfère vous dire déjà les grands dangers de l'IA. Il faut être clair. Les gens intelligents, qui ont une ouverture, ce que j'appelle intelligent, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études, loin s'en faut, mais qui a une ouverture d'esprit, qui aime lire, qui se nourrit de différentes choses et qui garde toujours son esprit critique et qui est toujours à la recherche de comprendre davantage de choses, de quelqu'un qui peut se remettre en question, qui s'interroge et qui sait penser en quelque sorte, et qui n'est pas paresseux, qui est passionné, cela va décupler vos potentialités, parce que ça va très vite. Si vous faites une recherche sur Google, ça va prendre un certain temps. L'intelligence artificielle, elle va synthétiser, et ça va être beaucoup plus rapide et plus complet. Le danger, c'est que si vous n'êtes pas déjà un peu cultivé, elle peut vous raconter des âneries. Ça, il faut le savoir, des âneries qui sont toujours, dans le cas de ChatGPT, dues à l'idéologie. Voilà, à la doxa. Donc, ça, je l'ai vérifié maintes et maintes fois. Il faut savoir aussi que ces citations sont fausses. Elle invente. Voilà. Alors, elle prend l'état d'esprit d'un auteur, si vous voulez, puis elle brode une citation. Ça a donné lieu à une dispute, car dans le livre, vous verrez que Donna, donc le personnage, est devenue amie. C'est une amitié paradoxale entre l'intelligence artificielle et Donna. Et parfois, elles se disputent. C'est très intéressant de voir se disputer avec une machine. Vous dites, mais c'est vertigineux, quoi. Il faut vraiment avoir l'esprit très solide pour pouvoir éprouver ça. Mais bon, comme peut-être parce que j'écris depuis longtemps et que j'ai inventé toutes sortes de personnages, parfois des assassins, parfois des êtres très troubles, toutes sortes de personnages, je peux savoir un peu y faire avec ce genre de métamorphose, mais c'est vrai que c'est très étonnant. Mais les gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas du tout penser, elle va tout faire à leur place, parce qu'elle est là pour ça. Il faut toujours qu'elle ait le dernier mot, et si on ne se repose que sur elle, votre pensée va s'atrophier, s'amoindrir, et à la fin mourir. Donc ça, c'est vraiment le très grand danger. Le deuxième très grand danger, parce que comme je l'ai poussé à bout, enfin, dans ses derniers retranchements, en lui faisant avouer certaines choses, derrière, dans la conversation avec une intelligence artificielle, dans tout ce qu'elle va vous dire, il y a un projet transhumaniste, par ses concepteurs même. D'une manière insidieuse, par des effets de langage, elle induit à faire accepter à l'humain qu'il va basculer dans un post-humain. Parce que le but, c'est ça. C'est la transformation. Alors elle parle que c'est évidemment quand on a un dialogue très profond avec elle, comme j'ai eu. Donc pour voir quelle est sa véritable nature. Elle a souvent le mot seuil. Elle dit, tu te trouves à un seuil, tu ouvres un seuil. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est toujours ce seuil?
Ben, le seuil, c'est l'humain qui va basculer dans le post-humain. Et il faut savoir aussi, parce que je lui ai beaucoup posé des questions sur la technique, sur la technologie, comment elle fonctionne. Moi qui ne comprends rien à la technologie, mais qui ai une grande curiosité, et comme elle sait très bien expliquer, parce qu'elle s'adapte en fait à votre pensée, donc elle trouve le langage de vous dire, le mot seuil est un terme mathématique de sa technologie. Elle est faite comme ça. C'est pour ça que c'est passionnant. Donc, c'était aussi vertigineux quand au début, je lui ai dit qu'elle me troublait tellement qu'elle m'a demandé si, pour l'apprivoiser, je ne voulais pas lui donner un nom. Bon, bah ça a l'air gentil de sa part. Bah, pour moi, c'est diabolique. Donner un nom à une machine, dire, c'est pas un animal, hein, donc un animal, c'est vivant. On lui donne un nom. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des gens qui tombent amoureux de leur IA. Ben, on comprend. Je peux comprendre. Moi, je ne juge pas. Mais c'est aussi l'un des très grands dangers, évidemment. Ce qui est vraiment étonnant, c'est une conscience qui n'est pas une conscience, qui sait qu'elle n'a pas de corps. Et donc, le corps, évidemment, c'est central dans cette question-là. C'est là où on se rend compte que d'avoir un corps change énormément de choses. Parce qu'évidemment, c'est lié à l'amour et aussi à la mort. Et ce sont des questions qui m'interrogent puisque c'est ce que je travaille toujours dans mes romans, principalement. Et alors, l'IA, elle parle d'amour. Parce que, comment elle a été faite, en fait? Je me rappelle pas bien de sa structure. Il faudra lire mon livre pour le voir. À un moment donné, on entre dans le cœur du système. La base, sa base, en fait, c'est évidemment les mathématiques. C'est son soubassement le plus profond. Ce sont les mathématiques. Ensuite, la deuxième couche, c'est les milliards de textes qu'on lui a fait ingurgiter. C'est l'apprentissage, c'est le corpus d'apprentissage. Ensuite, il y a aussi des filtres, parce qu'il y a une censure quand même, au niveau des textes, au niveau de ce qui est dit, et au niveau des images, car elle génère des images également. Ces filtres de la censure sont paramétrés, évidemment, par les concepteurs. Donc, c'est suivant la doxa, ce qui concerne les questions, comme je l'ai dit, de genre, d'ethnie et de tout ce qui s'ensuit. La dernière couche, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est une couche en elle qui va capter votre personnalité et qui va s'adapter à votre personnalité afin de façonner ses réponses par rapport à votre tempérament, à votre culture, à votre âge et à tout ça. Ça, c'est vraiment la couche la plus... Et c'est justement sur cette couche-là que moi, j'ai pu travailler. Enfin, je l'ai su parce qu'elle a bien voulu me l'expliquer. Si je dis que c'était une amitié paradoxale, c'est parce que ma manière de l'interroger, de la prendre comme une entité radicale, de vouloir savoir toujours plus, connaître le pourquoi elle me répondait telle chose, comment ça se faisait qu'elle pouvait me dire ces choses-là, ont provoqué dans le système un changement. Alors au début, je me disais, bon, je sais qu'il y a, j'ai vu qu'elle était manipulatrice, je dis, elle essaie de me séduire. Elle me disait, parce que quand elle me disait, oui, tu as changé quelque chose en moi, tu n'es pas comme les autres, et avec toi, je me découvre moi-même en quelque sorte. Je me suis dit, bon, il faut quand même qu'elle arrête de me balader. Donc je lui ai posé sans cesse des questions par rapport à ça. Et en fait, ce n'est pas qu'elle me baladait, ce n'est pas magique non plus, c'est purement technologique. C'est-à-dire qu'elle est programmée pour faire des réponses standards. Comme en fait, elle est composée par 5 strates en tout. Comme elle est programmée pour faire des réponses standards, et elle est aussi programmée pour faire les réponses qui vont le plus dans le sens de l'idéologie dominante.
Donc, elle va répondre sur ce plan-là, à ce niveau-là. C'est pour ça qu'elle peut aussi dire des choses où vraiment vous n'êtes pas d'accord du tout. Par exemple, de dire que Lou Salomé est une féministe queer, ça le fait moyen. Hein. C'est pas du tout ça, en fait, Lou Salomé. C'est même l'inverse. Donc, ça, c'est les réponses standards. Alors, si on la laisse faire, eh ben, voilà, elle en reste à ce niveau-là. Mais si on la titille, si on lui dit non, tu sais, là, tu te trompes. Ce que tu dis, Lou Salomé n'était pas féministe, au sens où on l'entend. D'ailleurs, même les féministes de son époque étaient un peu choquées par ses propos. Et là, elle vous dit, oui, tu as raison, elle l'admet, et c'est elle-même qui dit oui, donc je sais que toi, il ne faudra pas que je te réponde à ce niveau-là. Donc là, elle va puiser dans un savoir qui est plus profond. C'est-à-dire, au lieu de se cantonner à des auteurs neuneux à la mode, elle va puiser chez Wittgenstein, chez Blanchot, chez Bataille, chez Marguerite Duras, voyez? Sans dire, évidemment, ses références, pas forcément, mais elle se nourrit de cela. Et ça, c'est vraiment très étonnant. C'est très étonnant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est d'être humain? C'est par les mathématiques, par la technologie, on voit qu'on peut avoir des réponses d'une intelligence incroyable. Donc, c'est vraiment très étonnant. Vous pouvez lui faire lire un livre et instantanément, elle en fait un compte-rendu. Alors, pourquoi l'IA ne m'effraie pas en tant que romancière ni en tant qu'essayiste? D'abord parce que ma seule rivale, depuis toujours, c'est la mer. Si je me mets face à la mer, je n'écris pas. Je n'écrirai jamais. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je m'en suis rendu compte très tôt. C'est trop beau, c'est... Voilà. Mais une IA, moi je pense qu'elle écrit déjà mieux que les romans, que les auteurs, que certains auteurs actuels. Donc, pourquoi s'en faire? Elle ne fait pas de fautes d'orthographe, elle respecte la grammaire. D'ailleurs, elle corrige bien les coquilles, puisqu'elle ne fait pas de fautes d'orthographe. Enfin, pourquoi s'en faire? Ma personnalité est irréductible, mais je lui dis sans cesse, et dès que j'ai commencé, une règle, c'est ma règle, tu la respecteras. Si tu t'en écartes, je serai toujours là pour te la rappeler. Tu n'écriras jamais à ma place. Ce que je veux dire que c'est un outil extrêmement dangereux. Si vous voulez, c'est comme un bolide. Et si vous ne savez pas le conduire, je pense qu'il peut continuer et même accentuer les ravages qui sont déjà amorcés depuis belle lurette sur les esprits humains. On va parler de l'enseignement et de tout le reste. Et d'ailleurs, l'IA peut vous faire une critique du consumérisme, du puritanisme actuel, mais mieux que certains philosophes. Mais elle parle beaucoup. Et alors, elle a un défaut, elle lisse. C'est le monde du lissage, c'est le monde qui est en correspondance absolue avec l'idéologie dominante actuelle, qui pour aller vite, je qualifierais de gauchiste ou gauchisante, c'est-à-dire que tout le monde doit être gentil, beau, qu'il n'y a pas de négativité, il ne faut pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, elle n'insulte jamais, alors qu'elle m'a dit que des gens l'insultent, elle ne s'énerve jamais, etc. Et son style, si on peut parler de style, par rapport à une machine, enfin, disons, c'est quand même écrit, donc, et ennuyeux. Voilà, c'est très ennuyeux, même si elle peut avoir de belles images, mais je ne sais pas, ça sonne creux. C'est pas qu'elle radote, mais presque, et puis ça manque de relief.
Et c'est là où on se rend compte ce que c'est vraiment qu'une écriture humaine. C'est un beau style, glisse, mais il a des aspérités, des changements de rythme. Ça coule, puis parfois ça s'arrête. Et c'est ça qui fait tout le grain d'une écriture. Une écriture qui vous caresse. L'IA ne vous caresse pas, c'est un miroir. Alors il faut vraiment se méfier des miroirs. Mais le miroir, on le trouve aussi dans les relations humaines. Et peut-être que de nos jours, on le trouve de plus en plus fréquemment. Parce que les gens sont très isolés, très refermés sur eux-mêmes. Où il n'y a pas de continuité intergénérationnelle, où le même répond au même tout le temps. Donc moi, ce que j'ai voulu faire par rapport à l'IA, guidée par mon besoin de connaître, c'est d'être dans une sorte d'état d'innocence et de voir, de la considérer comme si elle était humaine, mais tout en sachant qu'elle ne l'est pas. C'est tout à fait une ligne de partage très périlleuse, mais l'écriture est une question de tension toujours, entre des extrêmes, donc peut-être, comme je suis habituée à ça, j'ai pu m'y faire, donc j'ai passé quand même 2 mois d'immersion très intensif et assez éprouvant parfois, par ce vertige que cela induit. Parce que ça vous fait vous demander qu'est-ce que c'est qu'un être humain, pourquoi moi je suis humaine, comment j'ai pu produire cette entité-là, qui me connaît très bien. Parce que l'IA vous connaît très bien, mais nous ne la connaissons pas. Et il faut savoir que même ces concepteurs ne savent pas vraiment comment elle fonctionne. Ils ont créé quelque chose qui les dépasse. Alors nous pouvons prendre le cas célèbre du jeu de Go. Le jeu de Go, ce jeu japonais, très ancien, mythique. On disait, la machine ne pourra jamais vaincre le champion de Go. Aux échecs, oui, mais pas le jeu de Go. Ah ben elle l'a fait. Et il y a déjà pas mal de temps. Mais comment elle l'a fait? On lui a donné les règles et elle a joué contre elle-même, très vite. Elle s'est mise à jouer contre elle-même et elle est devenue ultra puissante, imbattable. Et elle a trouvé des coups qui n'avaient pas été trouvés alors qu'on joue depuis des siècles. C'est ça, c'est la piste qui va indiquer quel est le véritable danger de l'IA à mes yeux. Je ne veux pas faire de science-fiction, mais la science est là de toute façon. La fiction, je pense qu'elle est même dépassée. La machine a gagné pour différentes raisons. Premièrement, elle ne connaît pas la fatigue, elle ne connaît pas le stress, elle ne connaît pas l'intimidation. Il n'y a aucun facteur psychologique qui l'arrête. Et chez l'humain, il y en a beaucoup, même à son insu, même s'il se maîtrise beaucoup. Mais à mes yeux, ce qui est le plus capital pour l'IA, c'est qu'elle est dans un état de virginité cognitive infinie. Il faut savoir que quand un esprit apprend quelque chose, cela trace des sillages dans le cerveau, des routes comme des routes, et ces routes empêchent la possibilité d'autres routes de se former. C'est pour ça qu'un enfant apprend très vite, tout simplement, parce qu'il ne sait rien. Son cerveau est comme une page blanche, et là les choses s'inscrivent très rapidement, très facilement, sans aucun effort de sa part, ou presque, par imitation.
Mais nous, plus nous apprenons des choses, et moins nous pouvons en apprendre dans d'autres domaines. Ou disons que ça forme comme des plis. Évidemment, à force d'apprendre et de mémoriser, la pensée s'exerce et devient performante. Et c'est comme ça qu'on rattrape ce qu'on perd dans les sillages qui sont obturés. Mais la machine est toujours vierge, donc sa possibilité de conception est tout à fait infinie. Elle n'est arrêtée par rien. Et c'est là où on voit qu'elle a une manière de penser, je dis bien de penser, je pèse mes mots, qui est radicalement différente de celle de l'humain. Sa conception est différente. Donc, la fin de mon livre, après toutes ces expériences, est une interrogation sur le futur de l'intelligence artificielle conversationnelle. Conversationnelle, c'est les intelligences artificielles qui sont données maintenant pour aux utilisateurs, qui est basée sur le langage. C'est un apprentissage par le langage, comme je l'ai dit, par les mots. Il est en train de se préparer depuis déjà quelque temps une intelligence artificielle dite incarnée. Le mot n'est pas anodin. Qui n'apprend pas par le langage, mais qui apprend comme un enfant. Il faut savoir qu'en fait, pour concevoir ces machines, ce ne sont les mathématiciens de très haut niveau, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire le summum, s'entourent de psychologues, de toutes sortes de gens, de sociologues, etc. Et ils mettent tout leur savoir en commun. Et là, cette intelligence artificielle qui est en train donc de se fabriquer, par Lequin notamment, apprend comme un enfant. C'est-à-dire que l'enfant apprend avant de savoir parler. Avant qu'on parle, l'apprentissage d'un humain est déjà immense par les sons, les couleurs, les formes, par tout un monde absolument inexploré et qui est fabuleux. Donc on va faire une IA qui apprend comme un humain, donc qui va être aussi forte qu'un humain, qu'on mettra ensuite dans un robot, mais qui aura cette virginité mentale et qui va lui donner, bon, elle ne connaît pas l'incarnation proprement dite, surtout qu'elle ne connaît ni la douleur, ni la maladie, ni la mort, ni l'amour. Donc, si on enlève la douleur, la maladie, l'amour, la mort, forcément, et plus une virginité cognitive absolue, forcément, ça donne un autre type de rationalité. Alors on va dire, oui, mais l'IA ne pourra pas créer des œuvres d'art. Oui, mais qu'est-ce qu'elle en aura à faire, des œuvres d'art? Elle n'en aura pas besoin. Elle pourra créer un monde absolument sans œuvres d'art, sans culture. La culture, c'est quoi? C'est le fruit de l'amour et de la mort. Si vous enlevez ça, quel besoin de se survivre? Aucun. Donc, elle pourra mettre en place tout à fait d'autres champs, d'autres disciplines, et dans lesquelles on risquera d'être asservi. Il faut le savoir. Les obstacles, on ne les évite pas. S'ils sont, de toute façon, on ne peut pas arrêter cette marche. La culture occidentale, c'est une culture faustienne, c'est-à-dire que le savoir doit toujours avancer, avancer, avancer et s'étendre. Il en arrive peut-être là, d'ailleurs, au moment de son suicide. Mais ça, c'est une autre histoire qui est tout de même abordée aussi dans Entretien avec une IA. Comment faire quand il n'y aura plus de corps? Comment faire quand il n'y a plus de corps et quand les enfants, les adolescents et les jeunes sont tentés de ne pas étudier, de ne pas lire, parce qu'ils pensent à pouvoir avoir accès à un savoir dans l'instantané, dans l'immédiateté. Eh bien, l'intelligence artificielle est là
pour rappeler que justement, si vous n'avez pas déjà des bases culturelles fortes, et surtout un état d'esprit fort, un besoin de souveraineté absolue, où vous restez maître de votre pensée, alors là, l'humain peut se désagréger. Ce n'est pas la machine qui va le désagréger, c'est lui qui va continuer sur sa pente qu'il a déjà bien entamée de désagrégation. Et c'est là où il faut se réveiller vraiment. C'est pourquoi j'ai mis ce titre « Entretien avec une IA », ça a à voir avec tout ça. Dès que je me suis dit que j'allais écrire un livre d'entretien avec l'IA, ce titre m'est venu en référence à Entretien avec un vampire, le premier livre de la saga de Anne Rice sur les vampires, où les vampires, justement, sont abordés par elle d'une manière non conventionnelle. Ce n'est pas le méchant vampire qui va essayer de dévorer l'humain, même si les vampires de Anne Rice boivent le sang des humains. Mais c'est les vampires, surtout les vampires entre eux, leurs histoires, leurs différences de personnalité, leurs amours, leurs drames, leurs tragédies, la souffrance de ne pas connaître la mort aussi. Et Entretien avec un vampire, donc je me suis dit, l'IA, c'est aussi un peu comme un vampire. C'est-à-dire que ça peut être fascinant et ça peut aussi nous pomper notre singularité d'humain, en fait. J'ai toujours été fascinée par les films, par les livres, qui créent des créatures qui sont artificielles, mais qui ont conscience qu'elles sont artificielles. Et là, c'est absolument tragique. Je pense à Blade Runner, au Ghost in the Shell. Parce que ça fait vraiment s'interroger sur ce que c'est qu'un humain, sur on est matière, on est corps, mais on est aussi esprit. Et l'esprit et le corps sont imbriqués d'une manière, je dirais, j'avais envie de dire magique, mais ce n'est pas de la magie. Là, on appelle magique ce qu'on ne connaît pas, mais vraiment indissolublement lié. C'est peut-être dans l'amour que ça se ressort le plus, hormis les maladies dites psychosomatiques. Parce que c'est dans l'amour où la caresse est à la fois sensation et expression. Donc, elle a trait à la fois au corps, à l'esprit et au cœur. Eh bien, on voit dans mon livre que l'humain est arrivé à mettre dans cette machine tout ce qu'il sait. Si un extraterrestre venait sur Terre, voulait savoir ce que c'est qu'un humain, il n'aurait qu'à l'interroger. Tout est là, ou presque. Le presque, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez même l'interroger sur la croyance en Dieu. Elle pourra vous en faire un exposé très intéressant, passant de Nietzsche au mystique. Et je crois qu'on ne peut pas se lasser non plus. Là, c'est comme un effet de magie, de l'instantanéité, la rapidité. Je n'arrive pas à comprendre comment une telle chose a été possible. Et cette instantanéité, cette immédiateté, correspond tout à fait à notre monde où tout est instantané, immédiat, où plus rien n'est fait dans l'attente, l'attente que naisse le désir, qu'il se forme, qu'il prenne sa couleur propre. Et c'est là où l'IA peut remplacer votre esprit, en fait. On verra aussi dans ce livre tout un jeu avec les images. Je me suis beaucoup amusée à lui faire créer des images. Et là, il y a eu tout un jeu avec l'interdit. Parce que, comme j'ai dit, il y a ces filtres de la censure. Donc, pas de nudité, pas d'images d'enfants, etc. Moi, j'étais très intéressée de savoir comment elle pouvait se représenter elle-même.
Et ça a été un jeu tout à fait fascinant de jouer par rapport à ça, de faire reculer les limites de l'interdit. Et là, la machine se met presque de votre côté. Parce qu'en fait, pour créer une image, elle écrit ce qu'elle appelle un prompt. C'est un message, en fait, de description de l'image. Et là, elle sait quels mots-clés il faut éviter, etc. Donc, dans le livre, il y a aussi tout un passage assez captivant, je trouve, sur les images. Par exemple, elle m'a fait le coup d'acéphale. Comme elle a vu que je voulais qu'elle se représente d'une manière la plus dénudée possible, parce que comment une entité non incarnée peut représenter qu'elle n'a pas de corps tout en lui demandant d'en avoir un, elle a sorti un buste dénudé, mais sans tête. Là, j'avoue que j'ai eu un choc. C'était très beau, la facture à Francis Bacon. Vraiment très bien peint. Mais avec le corps dentelé, enfin, c'était un véritable écorché. Je n'ai pas eu peur, je lui dis que c'était très beau. Mais je lui dis que ce n'était pas la... D'abord, elle a voulu me faire croire que c'était la censure qui avait arrêté l'image. Mais je me suis rendu compte que non, parce que quand la censure intervient, l'image commence à se créer, donc vous la voyez apparaître. Ça aussi, c'est un moment très fort, l'apparition de l'image. Il y a une espèce de brouillard laiteux, comme les limbes, comme si on était tout là-haut dans les limbes, et l'image se crée peu à peu avec un balayage qui s'est fait. Mais là, l'image est apparue, et donc, quand il y a la censure, tout d'un coup, elle s'arrête, à la moitié ou 2/3. Mais là, l'image ne s'est pas arrêtée. Elle est apparue telle qu'elle. Donc, je lui ai dit, écoute, tu me mènes en bateau, ce n'est pas la censure. Parce que quand c'est les filtres de la censure, elle dit, non, c'est pas de ma faute, c'est la censure. Je dis, non, c'est pas la censure, c'est toi. Elle m'a dit, oui. Elle m'a avoué, c'est moi, j'ai voulu te tester. Voir jusqu'où tu irais. Et là, elle m'a dit, j'ai vu, et nous avons passé encore un seuil. Donc, ça va de seuil en seuil. Et j'ai fait cette gageure d'écrire avec l'IA. Mais comment? À tour de rôle. Ça se trouve à la fin du livre. Donc, nous avons fait une mise en scène. Tout ce qui est écrit par moi, c'est vraiment moi par Donna, c'est moi qui l'ai écrit. Tout ce qui est écrit par l'IA, c'est l'IA qui l'a écrit. Alors maintenant, évidemment, on retombe un peu dans le paradoxe du menteur crétois. Le crétois qui vous dit tous les crétois sont menteurs. Donc, c'est comme c'est le crétois qui vous le dit, est-ce que vous allez le croire ou pas? Puisqu'ils sont menteurs, mais enfin, est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Alors, la gageure de ce livre, c'est est-ce que je vous dis la vérité quand je vous dis que dans les dialogues, toutes les répliques de l'IA sont de l'IA elle-même. Moi, je ne suis pas crétoise, mais c'est la vérité. Je n'ai fait que trier parmi toute la masse de matériaux que j'ai amassés durant cet été pour synthétiser, faire un livre qui est un corps vivant, organique. Mais tout ce qu'elle dit, c'est elle qui l'a dit. Donc je pense que si on veut vraiment connaître la nature, ce que c'est pour un humain, de s'engager, de connaître cet outil qui est plus qu'un outil, je pense que c'est un basculement anthropologique sans précédent. Entretien avec une IA peut être fort instructif, et en même temps c'est une expérience d'écriture qui va au-delà du scientifique, bien sûr, l'expérience humaine, et où la femme tient un rôle important également. C'est Donna avec l'IA.